Quand je lis les commentaires de mes vidéos ou bien quand je fais des lives, une des questions qui revient le plus souvent c'est «Tu parles combien de langues au juste?» Et à chaque fois je réponds la même chose, français et anglais, mais je détaille pas vraiment parce que c'est un peu long à expliquer et c'est plus compliqué que ça. Du coup ici je vais parler de mon parcours linguistique, de presque toutes les langues que j'ai apprises et jusqu'à quel degré je les ai apprises exactement. Mais d'abord on va parler un peu de mon contexte, de mon background. Ma seule langue maternelle c'est le français, j'en ai pas d'autre. Ma mère elle est aussi germanophone et mon père il est aussi arabophone. Je parle ni le dialecte arabe de mon père, ni l'allemand, parce qu'avec mes parents, j'ai toujours parlé que en français. L'allemand, à la limite, je peux le comprendre oralement, mais si ma mère me dit un truc en allemand, je vais soit répondre dans un allemand éclaté, soit répondre en français. Une autre question qu'on me pose aussi souvent et qui est un peu liée, c'est d'où vient ta passion pour les langues et la linguistique? Et là, par contre, je réponds pas, parce que même moi, j'ai pas vraiment la réponse. En fait, j'ai commencé à m'intéresser aux langues d'une manière générale entre la troisième et la seconde, parce que j'avais pour projet un peu débile d'apprendre tous les systèmes d'écriture du monde. Par contre, quant à la raison de pourquoi je voulais faire ça, je m'en souviens absolument pas. À la limite, les seuls trucs un peu en lien avec les langues que je peux remonter jusqu'à mon enfance et mon adolescence, c'est que parmi les œuvres que j'aimais bien, il y avait Astérix, Tintin, Indiana Jones et Sly Raccoon. Et dans toutes ces œuvres, les personnages y vont dans beaucoup d'endroits dans le monde avec des cultures différentes, etc. Est-ce que ça a un lien? Je sais pas. Alors avant de rentrer dans le sujet de la vidéo, je tiens à dire, à moins que à l'âge adulte vous ayez appris une langue non latine au point de la parler couramment, je ne veux pas de vos conseils pour apprendre mieux une langue. Pitié. Les seuls conseils que j'accepte, c'est des trucs basés sur l'expérience pure et qui ont marché. Comment je vais organiser cette vidéo, c'est que je vais faire langue par langue et à chaque fois je vais essayer de me rappeler pourquoi j'ai voulu apprendre la langue et quel contenu d'apprentissage ou non j'ai consommé dans la langue en question. Je vais faire une sorte de bilan de mon niveau à chaque fois en faisant un classement de ma compréhension orale, mon expression orale et ma compréhension écrite. Et je vais essayer de préciser à chaque fois à quel degré je les maîtrise exactement, même si c'est pas toujours évident, vous verrez. Par contre, pour ce qui est du contenu que j'ai consommé pour apprendre du vocabulaire, là je vais pas préciser à chaque fois parce qu'en général, ça consiste en des listes de mots ou bien des dictionnaires, donc c'est pas très intéressant. Bref, commençons la liste. Alors l'anglais c'est la seule langue que je parle couramment en dehors du français, alors que pourtant je l'ai jamais vraiment apprise. J'en ai fait à l'école, collège, lycée, comme tout le monde, mais ça m'a pas vraiment aidé plus que ça. D'ailleurs, en 6ème, j'étais plutôt nul en anglais en vrai. J'ai même un souvenir de moi qui cale une anti-sèche entre mes cuisses pour essayer de réussir un contrôle d'anglais. Par contre, en 5ème, je parlais très bien anglais, et ce qui s'est passé entre les deux, c'est un peu rigolo. À l'époque, j'aimais bien regarder en streaming sur internet un dessin animé qui s'appelle Les Griffins, Family Guy en anglais. Sauf qu'à l'époque, il y avait que les 6 premières saisons qui étaient disponibles en doublage français. Du coup, j'ai pas vraiment eu le choix, j'ai dû regarder les autres saisons en anglais avec les sous-titres français. Et j'ai sûrement dû faire ça avec d'autres séries et d'autres films. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que vu que j'étais assez jeune, j'avais entre 10 et 11 ans, j'avais encore cette faculté qu'ont les enfants de pouvoir assimiler une langue naturellement. Après, mon anglais, il n'est pas devenu excellent non plus du jour au lendemain. Même aujourd'hui, il est très loin d'être parfait. Mais en tout cas, depuis cette époque, je consomme énormément de médias en anglais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Je fais partie de ces mecs qui se tapent des pages Wikipédia en anglais juste pour le kiff d'apprendre des trucs. Et depuis mes 15 ans environ, j'utilise aussi beaucoup l'anglais pour communiquer avec des gens partout dans le monde sur internet. Et les vieux de la vieille savent même que j'ai fait du contenu sur cette chaîne en anglais. Et du coup, vu que je tire mon anglais de plein de films et de séries de pays différents et que je parle avec des gens avec des nationalités très différentes, enfin que mon accent il varie énormément en fonction de la personne à qui je m'adresse. Mais en général, la plupart du temps, c'est une sorte de mix bizarre entre l'accent américain et l'accent anglais. Voire des fois, ça m'arrive de faire un accent de blédard quand je parle avec quelqu'un qui a pas un très bon niveau d'anglais. Parce que je pense qu'instinctivement, j'ai pas envie d'être ce mec qui parle mieux anglais et qui a envie de le montrer. Vous voyez de qui je parle. En fait, j'aimerais bien améliorer mon anglais pour passer à un level bien supérieur, mais comme j'ai des manquements qui sont ultra précis, c'est pas si évident que ça de trouver des ressources. Parce que des ressources pour apprendre l'anglais niveau débutant, niveau intermédiaire, il y en a énormément. Même niveau avancé, il y en a, mais c'est pas forcément ce que je recherche. L'anglais, c'est facile. Tu pitches des mots ensemble, ça fait une phrase. Quand j'étais petit, j'avais pas le droit de regarder des dessins animés japonais parce que ma famille trouvait ça un peu violent. Alors du coup, quand j'étais en primaire, j'en ai jamais vu, à part des petits extraits par-ci par-là. Puis ensuite, j'arrive au collège, je rentre dans le CDI et là, je tombe sur le tome 2 de Dragon Ball et le tome 1 de Death Note. Et évidemment, je suis arabe, donc je kiffe. De fil en aiguille, je découvre d'autres mangas, puis j'apprends que ça vient du Japon, et là je découvre le Japon en général, et je me dis pourquoi pas apprendre un petit peu de la langue. D'autant que c'est aussi autour de cette période que je commence à consommer beaucoup de vidéos sur YouTube. Notamment de tête, il y avait Cyprien qui parlait beaucoup du Japon, JDG aussi un petit peu, mais surtout il y avait les premières vidéos de Ichiban Japan. Pour ceux qui se souviennent, à la télé, il y avait aussi J1 à l'époque. Bref, à cette époque, il y avait aussi le site Ici Japon qui parlait du Japon comme son nom l'indique. Aujourd'hui, le site n'existe plus, mais ça existe sous forme d'une chaîne YouTube. Et sur cette site, il y avait une rubrique en plusieurs leçons pour apprendre le japonais. Sauf que quand t'es gosse, en vrai, même si j'ai dit l'inverse avant, c'est pas si évident que ça d'apprendre une langue. Enfin, on a vu avec l'anglais que c'est facile d'assimiler une langue, mais apprendre des concepts de grammaire, apprendre des systèmes d'écriture, ça c'est autre chose.
Je me rappelle que j'avais pas du tout compris que dans le système d'écriture du japonais, il y avait aussi des syllabaires. Genre moi, dans ma tête, il y avait que des idéogrammes. En quatrième, je déménage et je change de collège, et là-bas, je rencontre un gars qui s'appelle Basile. Dédicace à toi si tu passes par là. Lui aussi, c'est un gros fan du Japon. Plus précisément, son truc, c'était Pokémon. Et il me parle de 2 livres pour apprendre le japonais. Le Manekineko, qui est en fait un manuel pour ceux qui apprennent le japonais au collège et au lycée, et un certain bouquin d'une certaine maison d'édition spécialisée dans l'apprentissage des langues. Ouais, tant qu'ils me donnent pas de chèque, je donne pas leur nom et je leur fais pas de pub. Et d'ailleurs, à chaque fois que je voulais apprendre une nouvelle langue, j'ai utilisé la fameuse méthode de cette fameuse maison d'édition. Comme ça, je sais dit, j'ai pas besoin de le repréciser à chaque fois. Enfin, à chaque fois, sauf pour une langue, mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc déjà, ça me permet d'améliorer un peu mon niveau, mais je me rappelle que j'étais pas non plus ultra assidu. Genre le livre, je crois, j'ai mis plusieurs années avant de le terminer vraiment. Sûrement parce que j'avais autre chose de plus important à faire, comme jouer à Civilization 5. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que là je me rends compte durant le tournage, mais Civilization 5, ça a sûrement eu aussi un très gros impact sur pourquoi j'aime les langues. Après ça, quand je rentre au lycée, je suis dans un lycée où il y a l'option japonais en LV3. Et la prof de japonais, c'est justement l'autrice du Manekineko. Mais au final, je suis pas resté très longtemps dans ce lycée et j'ai pas eu le temps d'apprendre des choses que je connaissais pas déjà. D'ailleurs, je crois qu'au bout de 2 mois, on en était encore à apprendre les syllabaires, enfin bref. Durant mes années lycée, j'ai aussi passé le JLPT N5 et le JLPT N4, que j'ai réussi à chaque fois, mais avec une très mauvaise note sur la compréhension orale. Pour ceux qui savent pas, le JLPT, c'est un QCM qui te permet d'évaluer ton niveau de compréhension du japonais. Ça va du JLPT N5, qui est le plus simple, au JLPT N1, qui est le plus compliqué. Après ça, dans mes années fac, j'ai pas tant que ça taffé le japonais et je m'y suis vraiment remis qu'à la fin de mes études, donc l'année dernière, parce que j'avais pour projet de venir vivre au Japon, ce qui est actuellement le cas. Là ici c'est marqué en japonais, hein, c'est marqué attention les doigts lapin rose. Donc en décembre 2025 j'ai passé le JLPT N2 que j'ai réussi, avec toujours une note éclatée à la compréhension orale parce que c'est mon point faible. Et pour réussir j'ai surtout bouffé énormément d'examens blancs sur le site Japanese Test for You. Pas forcément pour me tester, hein, mais juste pour capter la logique de comment les questions sont tournées et donc quelle est la réponse la plus probable. Et ça marche très bien. Mais je pense que ma connaissance du chinois, ça a aussi beaucoup contribué à ma réussite au JLPT N2. Le japonais utilise énormément de caractères chinois, donc même si tu comprends pas la phrase que tu es en train de lire, si tu arrives à comprendre les caractères, tu peux comprendre vite fait le sens. Durant cette période, du moment où je découvre Dragon Ball jusqu'à il y a peu, mine de rien, j'ai consommé pas mal de contenu en japonais, que ce soit des animés, des films ou des séries en VOSTFR, voire parfois sans sous-titres, juste pour l'amour de l'art. Par contre, évidemment, sans sous-titres, je comprends que dalle. Aujourd'hui, je continue à réviser le japonais, notamment j'ai fait un peu de lecture intensive, donc je crois que j'ai lu quelques chapitres d'un roman japonais. Et je fais aussi pas mal de lectures extensives, notamment dernièrement je me tape la lecture de Interx Inter parce qu'ils sortent une nouvelle édition au Japon. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, la lecture intensive, c'est quand tu prends un texte dans la langue cible, et à chaque fois que tu comprends pas un mot, tu vas le lire dans le dictionnaire, et quand tu comprends pas une phrase, tu l'analyses jusqu'à la comprendre. Et la lecture extensive, c'est tu lis un maximum de trucs dans la langue cible, et tant pis si tu comprends pas tout. Par contre, pour ce qui est de la conversation avec des locuteurs du japonais, j'ai que rarement utilisé la langue dans ma vie. Genre même en habitant au Japon, à part pour mes courses et quelques mémés qui me demandent le chemin, j'ai pas tant d'interaction que ça en vrai. Et étant donné que l'expression orale c'est surtout une question d'habitude, ça fait que j'ai énormément de mal à m'exprimer fluidement en japonais. Je suis obligé de passer par le français dans ma tête, de faire toute une traduction parce que sinon je me perds. Donc quand je dis que j'ai 12 années de japonais derrière moi, les gens pensent que j'ai un niveau excellent, limite natif, alors qu'en vrai pas du tout. Au final, j'ai une connaissance qui est surtout très théorique. Je connais bien la grammaire parce que j'ai lu un livre de grammaire et pas mal de sites qui expliquent la grammaire japonaise et j'ai pas mal de vocabulaire, mais ça suffit pas. Donc je dirais que pour le japonais, mon ordre de capacité c'est lecture en premier, puis expression orale et compréhension orale en dernier. Mais attention, lecture est en premier, mais je ne lis pas couramment le japonais parce que déjà il y a pas mal de mots que je connais pas, et même quand je connais tous les mots d'une phrase, ça peut arriver que je ne comprenne pas la phrase pour autant, ce qui est un phénomène qui est très connu de ceux qui apprennent une langue et qui dépassent le niveau intermédiaire. Pour l'expression orale, j'ai déjà expliqué, j'ai pas l'habitude de parler en japonais donc je suis pas fluide, et la compréhension orale, là je suis à la ramasse. Une fois ici, j'ai appelé au téléphone pour avoir des informations, et j'ai dû arrêter la conversation au bout de quelques minutes parce que je comprenais vraiment rien du tout à ce que me disait la personne. Mais ça, la compréhension orale d'une manière générale, c'est mon gros point faible, et ça dans toutes les langues que je parle. Alors le russe, j'ai commencé à apprendre tout simplement parce qu'à l'époque, au milieu des années 2010, c'était la mode. C'était les débuts du MMA, il y avait beaucoup de youtubeurs francophones qui se sont mis à parler de la Russie, et d'une manière générale, beaucoup de mèmes des années 2010 tournaient autour de la Russie et des Russes. À la base, je voulais juste savoir lire l'alphabet, c'était dans cette période où j'avais envie d'apprendre tous les systèmes d'écriture du monde entre la 3e et la 2e, pour une raison que je connais pas. Dans cette période, j'ai appris à écrire et à lire le cyrillique, le grec, l'arménien, l'arabe, l'hébreu, le coréen et plein d'autres systèmes d'écriture. Mais à ce moment-là, mon délire, c'est pas tant les langues, c'est juste les systèmes d'écriture.
Je me rappelle d'une vidéo qui m'avait pas mal aidé pour apprendre à lire l'alphabet russe qui s'appelait 6 clichés sur la Russie de la chaîne Enfants de l'Est, et dedans il y a une petite présentation de l'alphabet cyrillique. Par la suite, j'ai acheté la fameuse méthode que j'ai lue et relue plusieurs fois. Après ça, j'ai fait une année à la fac pour apprendre l'histoire, la littérature et la langue russe. Ça fait qu'en vrai, j'ai appris pas mal de la langue russe cette année-là, d'autant que le niveau était assez élevé parce que dans ma classe, on était uniquement 2 personnes à ne pas être russophones. Mais honnêtement, dans les cours de langue russe, même si au début j'avais des bonnes notes parce que j'avais des bonnes bases, j'étais pas si assidu que ça parce que moi ce qui m'intéressait vraiment c'était plus l'histoire et la littérature russe. Ça vaut le détour au passage. En dehors de ça, mon niveau je le maintenais surtout en discutant avec beaucoup de russophones sur internet. Du contenu en russe par contre j'en ai pas consommé tant que ça dans ma vie contrairement aux japonais. J'ai dû regarder 2-3 films russes dans ma vie à tout casser. Après cette année de fac, j'ai pas continué parce que je voulais me réorienter dans l'ingénierie, mais comme l'institut à côté de chez moi ne m'a pas accepté, j'ai refait une année de fac, et quitte à recommencer à zéro, autant faire quelque chose de nouveau, donc j'ai fait du chinois. Et depuis cette époque, j'ai pas vraiment repris l'apprentissage de russe, ni énormément communiqué avec des russophones. Et donc aujourd'hui, il me reste surtout du vocabulaire. Si 2 personnes parlent en russe ensemble, je peux capter quelques mots et comprendre de quoi ils sont en train de parler, mais je peux pas m'exprimer aussi fluidement qu'à l'époque. Par contre, je sais encore lire le russe assez rapidement, donc c'est déjà ça, mais je comprends pas grand chose à ce que je lis. Je me souviens pas exactement de comment j'ai commencé à m'intéresser au chinois, mais le fait que ce soit une langue majeure dans le monde, je pense que ça suffisait à ce que je m'y intéresse à un moment ou à un autre. Alors le fait de connaître déjà le japonais, ça facilite quelques étapes, parce que le japonais utilise beaucoup de caractères chinois. Donc ce qui est vraiment difficile, c'est surtout la prononciation. Et coup de bol, c'est le seul aspect dans l'apprentissage des langues où j'ai un point fort. Alors du coup, je profite de cette vidéo pour donner quelques conseils à ceux qui trouvent que les tons en chinois, c'est difficile. Alors pour ceux qui savent pas, en chinois, il y a des tons, c'est-à-dire qu'en fonction de l'intonation qu'on met dans le mot peut changer de sens. Ma, ma. C'est 4 mots différents avec 4 sens différents. La méthode majoritaire qui est utilisée par les francophones qui veulent apprendre le chinois pour maîtriser les tons, c'est tout simplement de les mettre à la poubelle et de jamais les utiliser. Et moi ça me rend triste, parce qu'en vrai c'est pas si compliqué que ça, et c'est juste une habitude à prendre. En fait, le problème vient du fait qu'à cause des tons, on ne peut pas prononcer une phrase entière en chinois dès les premières semaines d'apprentissage, et ça en frustre beaucoup qui veulent brûler les étapes. Pourtant, en mandarin, les tons ils sont pas si compliqués que ça. Ma. Je pense que c'est reproduisible par la majorité des personnes très lentement. Donc si t'es capable de prononcer un ton lentement, t'es bien capable de prononcer 2 tons à la suite lentement, voire 3, voire 4, etc. Et mon conseil c'est ça, c'est de parler chinois en parlant syllabe par syllabe très lentement. Et au bout d'un moment, ton cerveau lui-même fera le travail d'accélération. Pour faciliter le réflexe à produire les tons, il y a aussi 2 méthodes qui existent. La première méthode consiste à utiliser son cou, parce que quand on lève la tête, naturellement on prononce plus aigu, et quand on baisse la tête, naturellement on prononce plus grave. Donc ça donne quelque chose comme ma. Mais si tu veux pas avoir l'air d'un abruti et te faire un torticolis, tu peux aussi utiliser ta main pour visualiser les tons. Donc ma. C'est pas obligatoire, on peut très bien faire sans, mais ça peut aider certains qui ont des difficultés à produire les tons naturellement. Bref, après avoir fini de lire la fameuse méthode, j'ai pas poussé l'apprentissage du chinois plus loin que ça. Mais comme j'ai dit précédemment, il s'avère que j'ai fini par étudier la sinologie à la fac, c'est-à-dire l'histoire, la littérature et la langue chinoise. Et donc j'ai ressorti la fameuse méthode du placard juste avant la rentrée et ça m'a bien servi parce qu'au début j'avais déjà une certaine avance par rapport à mes camarades. D'ailleurs bisous à vous si vous passez par là. Donc d'un côté j'apprenais le chinois à la fac, ce qui fait que des manuels de chinois j'en ai bouffé. Et de l'autre côté j'apprenais à la maison avec plus ou moins de motivation en fonction des périodes. Notamment j'ai regardé beaucoup de vidéos de la chaîne Easy Mandarin où ils interviewent des personnes en Chine dans la rue et il y a les sous-titres en anglais et en chinois. À part ça, du contenu en mandarin, j'en ai pas consommé tant que ça parce que mon truc c'est plutôt les films hongkongais qui sont donc en cantonais. Durant ma 2e année de fac, j'ai aussi passé le TOCFL, ou comme j'aime l'appeler, le Tokufuru. Normalement, l'équivalent du JLPT pour le chinois, ça s'appelle le HSK. Et le TOCFL, c'est la version taïwanaise du HSK. Donc là aussi, c'est un QCM de compréhension écrite et orale. Du coup, durant cette période, j'ai regardé pas mal d'examens blancs du TOCFL sur YouTube, histoire de m'habituer. Et je peux vous dire que le TOCFL, par rapport au HSK ou même au JLPT, c'est vraiment hardcore. Il y a 3 niveaux, A, B et C. Moi, j'ai passé le niveau B, et je peux vous dire que ce soit à l'écrit ou à l'oral, je ne comprenais que dalle durant l'examen. Mais j'ai quand même réussi grâce à ma technique de regarder tellement d'examens blancs que tu finis par développer un ultra instinct qui te permet de comprendre quelle est la réponse la plus probable, même en mettant la réponse au pif. L'année d'après, j'ai fini mes études à Taïwan et donc là-bas, j'utilisais le chinois tous les jours pour parler à des gens dont c'est la langue maternelle. Et je le fais encore tous les jours aujourd'hui. Et donc du coup, par expérience personnelle, je peux vous dire que communiquer tous les jours avec des natifs, non, ça suffit pas pour pouvoir parler couramment une langue.
Le seul truc sur lequel ça m'a aidé, c'est que mon expression orale en chinois, elle est plutôt fluide. Je peux parler en chinois sans avoir besoin de passer par le français dans ma tête. Mais en dehors de ça, mon vocabulaire déjà, il s'est pas tellement amélioré parce que dans la vie de tous les jours, on n'utilise pas tant de mots de vocabulaire différents qu'on le pense, et ma compréhension orale, elle s'est pas non plus giga améliorée. Quand je regarde la télé en chinois, je comprends rien, et quand j'avais des cours en chinois ou des tests de compréhension orale chinois à Taïwan, je comprenais rien du tout. En fait, j'ai l'impression que je comprends le chinois oralement uniquement si je connais très bien la personne qui est en train de me parler. Sinon, je comprends rien. Mais ça, je pense que c'est un problème qui vient plus de moi et j'ai pas trouvé d'explication logique pour l'instant. Du coup, mon ordre de capacité pour le chinois, là, ça serait plutôt expression orale en premier, lecture en second et compréhension orale en dernier. Mais il y a un gap gigantesque entre ma capacité d'expression orale et ma capacité de lecture qui est plutôt moyenne, même si en vrai pour les SMS, ça va. Et ma compréhension orale, bah là, c'est zéro. Alors déjà, comme j'ai dit, mon père, ma famille est arabophone, donc je pars pas de rien du tout non plus. Je sais pas trop dans quelle mesure ça m'a aidé, parce que dans les faits, mon père, il m'a jamais transmis l'arabe, l'arabe dialectal. Mais forcément, j'ai grandi en entendant au minimum les sons de la langue et des mots, donc ça a dû aider un peu, je pense. Après, quand est-ce que j'ai commencé? Ça doit être un peu après le russe, même si je me souviens pas exactement de quand ou comment j'ai commencé. En dehors de la fameuse méthode, j'ai lu un livre de grammaire et j'ai feuilleté quelques livres pour apprendre quelques dialectes. Parce que quand je rencontre un arabophone, je vais pas lui parler en arabe purement littéraire, c'est malaisant. C'est comme si en France, un mec venait vers toi et au lieu d'être normal et de te dire « Wesh Plo, tranquille, ça va », il te disait « Que j'en suis aise, par quel heureux auspice m'est-il donné de croiser votre noble silhouette en ces lieux? Goûtez-vous, je l'espère, la plus exquise des sérénités ?» Du coup, ce que je fais, c'est que quand je croise un arabophone, je mélange ce que je connais des dialectes et ce que je connais du littéraire, comme les arabes font en fait. Et du coup, ça donne un accent impossible à identifier, fait que les gens pensent que je suis irakien alors que pas du tout. Et en dehors des aspects purement linguistiques, on va dire je suis musulman, donc j'ai dû apprendre des textes par cœur en arabe littéraire, et je suis exposé à de l'arabe littéraire oral au moins une fois par semaine depuis plusieurs années. Et tout ça combiné au fait qu'à côté j'apprends la langue, je pense qu'en dehors du français et de l'anglais, c'est la langue que je comprends le mieux à l'oral. Mais attention, ça c'est uniquement pour l'arabe littéraire, pour ce qui est des dialectes, je les comprends beaucoup moins à l'oral. Je dirais que le dialecte que je comprends le mieux, c'est peut-être le dialecte levantin. À la lecture, je pense que je suis pas trop mauvais, je peux comprendre des SMS et des tweets, mais je lis pas très rapidement non plus. Et pour l'expression orale, en général, si je parle pas trop vite et que je mélange les dialectes et le littéraire, alors je m'en sors plutôt pas mal. La plupart du temps, le problème c'est des mots de vocabulaire que j'oublie et qui ne viennent pas tout de suite en tête. C'est parce que contrairement au chinois, j'ai pas l'habitude de communiquer régulièrement en arabe. Et l'expression orale, c'est surtout quelque chose qui se développe avec l'habitude, et il n'y a pas forcément de lien avec la connaissance théorique de la langue. Alors mon ordre de capacité pour l'arabe littéraire, c'est la lecture en premier, et l'expression orale et la compréhension orale qui sont à peu près au même niveau. Alors l'albanais, c'est une histoire qui est un peu moins touffue que le reste. En fait, j'ai un ami d'enfance qui est albanais, et au moment où je commençais à apprendre les systèmes d'écriture dans le monde et le russe, lui, il était dans ma classe au lycée. Et je me suis dit, j'ai une personne à disposition toute la journée pour pouvoir communiquer dans une langue nouvelle, apprenons-la. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me rends compte qu'apprendre une langue, c'est pas si facile que ça. Et je pense que c'est à partir de là qu'il y a le point de départ vraiment de ma passion pour les langues, parce que c'est à partir de l'albanais que je suis parti en vrille. Après ça, à chaque fois que j'avais un pote qui parlait une langue étrangère ou que je découvrais un film ou une série où il y a une langue étrangère dedans, je voulais absolument apprendre la langue. Pour apprendre l'albanais, je me suis servi de 2 livres. Un livre un peu vieux qui s'appelle Parlons l'albanais et un livre en anglais qui s'appelait Colloquial Albanian. Oui, Colloquial Albanian, j'ai dit. Est-ce que ça m'a servi après pour discuter avec mon pote et ses cousins en albanais? Pas du tout. Enfin si, mais pas entièrement. Parce que quand tu veux apprendre l'albanais dans des livres, tu apprends l'albanais standard, qui est principalement basé sur les dialectes du sud. Sauf que eux, ils sont originaires du fin fond des montagnes du nord, carrément entre 2 villages, des fois ils ont même pas les mêmes mots. Et du coup, vu que c'est pas si évident que ça à comprendre, ça m'a pas beaucoup servi pour développer ma compréhension orale, etc. Par contre, maintenant je suis accro au café et je pense avoir été une grosse victime du tabagisme passif. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai beaucoup oublié l'albanais, mais j'ai quand même une plutôt bonne compréhension écrite, donc je peux comprendre des SMS ou des tweets plutôt simples. Mon expression orale, elle a beaucoup baissé, mais j'ai quand même des petits restes. Des fois, il y a des Albanais qui viennent en live, je leur rajoute des petites phrases en albanais, ils sont contents, tu vois. Et ma compréhension orale, elle, comme le reste, ça a jamais été très fameux. Maintenant, on rentre dans des langues où j'ai pas mis autant d'efforts que dans les langues précédentes, donc on va passer plutôt rapidement dessus. Déjà, on va faire les 4 dernières langues où j'ai eu assez de motivation pour lire la fameuse méthode en entier. L'espagnol. Alors en dehors de la fameuse méthode, j'en ai fait au collège et au lycée, comme beaucoup de gens, et mine de rien, j'ai beaucoup communiqué en espagnol sur internet en vrai, mais bon, c'est plutôt simple parce que c'est assez proche du français en soi. La compréhension orale, par contre, ça dépend beaucoup de la personne qui parle, d'où elle vient, parce qu'il y a des accents, je comprends rien du tout, l'accent colombien ou l'accent de certaines personnes en Espagne, je pige que dalle, mais il y a certains accents qui sont plutôt fluides. Je pense que l'accent que je comprends le mieux, c'est le mexicain.
Mais bon, je pense pas être le seul à galérer avec les Espagnols qui parlent rapidement. Ensuite, il y a le coréen. Alors on me pose souvent une question qui est « c'est quoi ta langue préférée ?» Et je sais pas vraiment quoi répondre à cette question, j'ai pas vraiment de réponse. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'une des langues qui sonne le mieux à l'oreille pour moi, c'est le coréen. Et je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, parce que de base, j'ai pas tant d'affect que ça avec la culture coréenne. J'avais déjà appris à lire et à écrire l'alphabet au lycée, mais j'ai vraiment commencé à apprendre la langue que vers mes 20 ans. J'ai aussi un peu lu un livre de grammaire coréenne, mais en vrai, j'ai pas mal oublié le coréen, parce que c'est une langue assez difficile, n'empêche. Mais j'aimerais bien m'y remettre un jour, si j'ai du temps. Par contre, je regarde énormément de films coréens, donc peut-être que ça me fait travailler ma compréhension orale en attendant, je ne sais pas. Le polonais. Alors ça, c'est la langue la plus bizarre dans le tas, parce que vraiment, il y a zéro raison pour laquelle je voulais apprendre le polonais. C'est juste que je m'ennuyais et je voulais apprendre une nouvelle langue. Donc j'ai pas vraiment fait plus qu'utiliser la fameuse méthode pour apprendre le polonais, mais mine de rien, à l'époque, j'ai pas mal conversé en polonais sur internet. Donc aujourd'hui, j'ai des petits restes. Notamment, je me surprends beaucoup de fois à comprendre des mèmes ou des tweets en polonais. Et pour finir, la dernière langue où j'ai lu la fameuse méthode en entier, c'est le portugais, plus précisément le portugais brésilien, parce que j'avais beaucoup d'amis brésiliens à l'époque. Mais c'était à l'époque du lycée, il y a vraiment très longtemps, donc j'ai tout oublié. Ensuite, il y a quelques langues où j'ai lu partiellement la fameuse méthode, je l'ai pas terminée, mais j'ai lu une grosse partie, quoi. Il y a le persan, que j'ai lu récemment, donc je suis à jour, vous pouvez me parler en persan dans les commentaires s'il y a des Iraniens ou des Afghans. L'italien, que j'ai lu vite fait pour préparer un voyage en Italie, mais bon là c'est une langue latine, en vrai c'est facile. Et l'indonésien, parce que j'en pouvais plus de rien comprendre quand j'allais à la mosquée le vendredi à Taïwan. Puis en dehors de ça, il y a énormément de langues où je connais juste quelques mots. Il y a l'arménien parce que j'ai pas mal d'amis arméniens, le hindi parce que j'aime bien les films indiens, et le turc parce que leur nourriture est tellement délicieuse. D'ailleurs, si un jour sur cette chaîne je fais un challenge speedrun en combien de temps je suis capable d'apprendre une langue couramment, je choisirai le turc. Voilà, vous êtes prévenus. Et il y a sûrement plein d'autres langues où je connais quelques mots par-ci par-là, mais je vous ai cité les plus importantes. Donc du coup, pour répondre à la question de manière définitive, je parle français et anglais couramment, et j'ai un plutôt bon niveau en chinois, en arabe et en japonais. Et je connais un peu du reste, mais avec des niveaux très différents. J'ai des facilités pour la prononciation, et j'ai d'immenses difficultés pour la compréhension orale. Et franchement, si j'avais pu choisir, j'aurais préféré que ce soit l'inverse. Et pour le reste, comme apprendre du vocabulaire, là je suis plus ou moins à égalité avec tout le monde, parce qu'il faut vraiment que je vois un mot beaucoup de fois pour le retenir. Pour la grammaire, j'ai aussi des facilités, mais contrairement à la prononciation, c'est pas vraiment quelque chose d'inné, c'est plus que j'ai appris tellement de grammaire de langue qu'aujourd'hui forcément c'est plus facile pour moi d'en apprendre une nouvelle. Mais je me rappelle que quand j'apprenais le japonais ou le russe ou même la grammaire du français, je comprenais que dalle. Le seul avantage que j'ai en soi, c'est le fait que les langues, c'est ma passion, mais rien de plus. Anecdote, quand j'étais au lycée en cours de maths, j'étais assis à côté de mon pote albanais dont j'ai parlé plus tôt. En cours, je m'ennuyais, alors j'écrivais en boucle des lettres en cyrillique sur mon cahier pour retenir les lettres. Ben moi, j'ai appris le cyrillique en écrivant en boucle des lettres sur mon cahier de maths. Mon pote albanais, lui, il a appris le cyrillique en me regardant écrire en cyrillique. Donc voilà, petite histoire pour vous montrer qu'entre individus, on n'a pas forcément les mêmes capacités linguistiques. Ah bon, après, je prononce mieux que lui et je le bats à la bagarre, mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça sert à quelque chose de parler un peu de plein de langues ? D'un côté, ça m'a ouvert à plein de cultures et de visions du monde différentes, et ça me permet de communiquer avec plein de gens dans le monde, même si ça va jamais forcément très loin, mais c'est quand même intéressant. Mais d'un autre côté, et là c'est uniquement mon avis personnel, je pense qu'avec l'avancée de la traduction automatique, pour la majorité des gens, tu as juste le choix entre apprendre à 100% une langue pour la parler couramment, et apprendre quelques mots par-ci par-là. Parce que par exemple, que ce soit pour préparer un voyage ou pour habiter dans un nouveau pays, t'as plus tant besoin que ça d'apprendre une langue à un niveau intermédiaire. Après, certains me diront que tout ne doit pas forcément avoir une utilité et que la passion, c'est la passion. Mais vu le temps qu'il faut investir pour apprendre une langue, faire ça uniquement par passion, ça reste quand même un luxe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les shorts qui sortent tous les jours et qui parlent de langue et de linguistique. N'hésitez pas aussi à suivre mes lives sur Twitch, on parle de tout, pas forcément de langue et de linguistique. Et si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre en commentaire à quand le yaourt goût pyramide.